Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Nous allons continuer nos petites vidéos sur l'environnement et tout particulièrement aujourd'hui le rôle des acteurs externes aux collectivités territoriales dans la maîtrise des risques. Alors parlons d'abord des assureurs, les obligations des assureurs. Face à un risque, les assureurs prennent en charge l'indemnisation des catastrophes naturelles et des catastrophes technologiques. Parlons de l'indemnisation des catastrophes naturelles. Le régime d'indemnisation des catastrophes naturelles est un régime assurantiel encadré par l'État qui couvre tous les biens mobiliers et immobiliers assurés par un contrat garantissant des dommages d'incendie, les dommages aux biens situés en France ainsi que les dommages aux véhicules terrestres à moteur. C'est l'article L125-1 et suivant du Code des assurances. La mise en œuvre de la garantie est conditionnée à la réalisation de 4 critères. Un dommage matériel non assurable, un dommage provoqué par un phénomène naturel présentant une intensité anormale, un lien de causalité entre le dommage et l'agent naturel, l'existence d'un arrêté interministériel de catastrophe naturelle. La garantie des catastrophes naturelles est couverte par une prime ou cotisation additionnelle calculée selon un taux défini par arrêté. La fixation du taux de prime échappe donc à l'assureur pour être confiée à l'État. Le sinistre doit être déclaré à l'assureur au plus tard 10 jours après la publication de l'arrêté constatant l'état de catastrophe naturelle. L'assureur est obligé de verser à l'assuré l'indemnité d'assurance dans un délai de 3 mois à compter de la date de remise de l'état estimatif des biens endommagés ou si elle est postérieure de la date de publication de l'arrêté de catastrophe naturelle. Une provision sur les indemnités doit être versée à l'assuré dans les 2 mois. Conditions de l'indemnisation des catastrophes naturelles dans les zones à risque. Lorsque le bien est situé dans une zone réglementée au titre des risques majeurs, PPRN, PPRT, l'assureur peut refuser d'étendre sa garantie aux effets des catastrophes naturelles dans les 2 cas. Pour les biens et activités situés sur un terrain classé inconstructible pour un plan de prévention des risques, à l'exception des biens et activités existant antérieurement à la publication du plan. Pour les biens immobiliers et les activités construites ou exercées en violation des règles administratives en vigueur lors de leur mise en place. L'assureur peut en outre exclure la garantie ou solliciter un abattement spécial sur les indemnités à verser pour les biens dont le propriétaire ne peut être conforté dans un délai de 5 ans aux préceptions d'un plan de prévention des risques. Ces mesures dérogatoires font l'objet d'une décision du Bureau central de tarification, le BCT, autorité administrative indépendante. Parlons maintenant de l'indemnisation des catastrophes technologiques. Le régime d'indemnisation des catastrophes technologiques est un régime assurantiel encadré par l'État qui couvre tous les biens mobiliers et immobiliers des personnes physiques assurées par un contrat garantissant les dommages d'incendie ou d'autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux véhicules terrestres à moteur. C'est l'article L128-1 du Code des assurances. La garantie couvre uniquement les biens des personnes hors de leur activité professionnelle. Ce régime d'assurance s'applique également aux contrats souscrits par des syndicats de copropriété garantissant les dommages aux parties communes des immeubles d'habitation ainsi qu'aux contrats souscrits par les organismes HLM garantissant les dommages aux immeubles dont ils ont la propriété. La mise en œuvre de la garantie est conditionnée à la réalisation de 4 critères. Un accident dans une installation classée, un accident lié au transport de matières dangereuses ou causé par un stockage souterrain de gaz naturel, d'hydrocarbures ou de produits chimiques à destination industrielle, un accident rendant inhabitable plus de 500 logements, l'existence d'un arrêté interministériel de catastrophe technologique. Cette garantie couvre la réparation intégrale des dommages
dans la limite des valeurs déclarées. L'assureur doit verser l'indemnité à l'assuré dans un délai de 3 mois à compter soit de la date de remise en état estimatif des biens endommagés, soit, si elle est postérieure, à la date de publication de l'arrêté de catastrophe technologique. Les conditions de l'indemnisation des catastrophes technologiques dans les zones à risque. Lorsque le bien est situé dans une zone réglementée au titre des risques majeurs, l'assureur peut refuser d'étendre sa garantie aux effets des catastrophes technologiques dans 2 cas. Pour les biens situés dans une zone de PPRT approuvée, à l'exception de ceux existant antérieurement à la publication du plan. Pour les biens immobiliers construits en violation des règles administratives en vigueur lors de leur mise en place. Responsabilité des assureurs. L'assureur étant lié à son client, collectivité, particulier, constructeur, par un contrat d'assurance, sa responsabilité est contractuelle lorsqu'il ne respecte pas ses engagements. C'est l'article 1147 du Code civil. Par exemple, en cas de désordre relevant de la garantie couverte par le contrat d'assurance, l'assureur doit indemniser la victime. S'il ne le fait pas, il engage sa responsabilité contractuelle. L'assureur intervient fréquemment en cas d'appel en garantie. Cette action désigne le droit d'une partie assignée en justice d'appeler une autre partie en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle. Par exemple, un constructeur dont la responsabilité est recherchée sur le fondement de la garantie décennale peut appeler en garantie son assureur. Parlons maintenant des industriels. En prévision des risques majeurs, certains industriels ont l'obligation de réaliser un plan d'opération interne, le POI, de limiter les risques créés par leur installation et d'informer la population. Le POI est un plan d'urgence élaboré par l'exploitant qui organise les moyens, équipements et méthodes d'intervention en cas de sinistre dans une installation. C'est l'article R512-29 du Code de l'environnement. Il est obligatoire pour les installations Céveso et peut être prescrit par le préfet pour toute installation autorisée après avis obligatoire du service départemental d'incendie et de secours concerné, le SDIS. L'exploitant établit le POI sur la base de l'étude de danger avec une analyse de différents scénarios de sinistres possibles, ainsi que leurs conséquences. En cas d'accident, le POI est déclenché par l'exploitant qui dirige lui-même les secours. Lorsque les conséquences de l'accident dépassent l'enceinte de l'installation, le PPI, élaboré par le préfet, prend le relais. Le POI doit être établi avant la mise en service de l'installation. Il est mis à jour et testé au minimum tous les 3 ans. L'obligation de limiter les risques créés par leur installation. Chaque exploitant d'une installation classée doit scrupuleusement respecter la réglementation qui lui est applicable, ainsi que les prescriptions contenues dans son arrêté d'autorisation d'exploitation. En outre, lors de la demande d'autorisation pour les installations concernées par un PPI, l'exploitant fournit au préfet une étude de danger qui justifie que le projet permet d'atteindre un niveau de risque aussi bas que possible compte tenu de l'état des connaissances et de la vulnérabilité de l'environnement de l'installation. C'est l'article L551-1 du Code de l'environnement. L'étude de danger précise notamment la nature et l'organisation des moyens de secours dont l'exploitant dispose en vue de combattre les effets d'un éventuel sinistre. Dans le cas des installations Céveso, l'exploitant doit fournir les éléments indispensables pour l'élaboration d'un plan particulier d'intervention et l'étude de danger est transmise au préfet et mise à jour tous les 5 ans. L'obligation d'information de la population. Indépendamment de l'information communiquée par le préfet et la commune, l'exploitant d'une installation soumise à autorisation peut être contraint par arrêté préfectoral à des obligations en matière d'information et d'alerte des personnes susceptibles d'être affectées par un accident. Les exploitants des installations les plus dangereuses susceptibles de donner lieu à des servitudes d'utilité publique, Céveso seuil haut, ont une obligation d'information renforcée.
autour de chacune de ces installations, éventuellement autour d'une ou plusieurs installations soumises à autorisation, ou dans une zone à risque depuis la loi portant engagement national pour l'environnement du 12 juillet 2010, le préfet crée une commission de suivi de site CSS, et cette commission, qui remplace le comité local d'information et de concertation, le CLIC, depuis la loi précitée, a notamment pour mission d'améliorer l'information et la concertation des différents acteurs sur les risques technologiques et de débattre sur les moyens de prévenir et de réduire les risques. C'est l'article L 125-2-1 du Code de l'environnement. Actuellement, les exploitants, les installations les plus dangereuses doivent notamment communiquer au CLIC les plans d'urgence de leur installation ainsi que les éventuels projets de modification ou d'extension. Au moins une fois par an, ils leur adressent un bilan comprenant notamment les actions de prévention réalisées, le bilan du système de gestion de la sécurité et les comptes rendus des accidents ou incidents. Il contribue également à l'élaboration des brochures de sécurité destinées par le maire à la population résidant dans la zone d'application du PPI et prennent en charge leurs coûts. La responsabilité des industriels. En cas de non-respect de leurs obligations, les exploitants sont exposés à des sanctions administratives et pénales sur le fondement de la réglementation des installations classées. Sur le plan administratif, après une mise en demeure du préfet de se mettre en conformité et rester infructueuse, le préfet peut soit leur enjoindre de consigner la somme du montant des travaux à réaliser entre les mains d'un comptable public, soit faire procéder d'office à l'exécution des mesures prescrites à leurs frais, et soit suspendre le fonctionnement de leur installation et prendre les dispositions provisoires nécessaires jusqu'à l'exécution des mesures. C'est l'article L 514-1 du Code de l'environnement. Sur le plan pénal, le fait de poursuivre l'exploitation d'une installation classée sans se conformer à un arrêté de mise en demeure constitue un délit puni d'une peine de 6 mois d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. C'est l'article L 514-11 du Code de l'environnement. Par ailleurs, la responsabilité pénale des exploitants qui exposent la population à des risques inacceptables pour leur sécurité peut être recherchée pour la mise en danger d'autrui, ainsi que pour homicide involontaire en cas de dommages provenant de leur installation. Parlons maintenant des tiers, les obligations et les responsabilités des constructeurs. Les constructeurs sont débiteurs d'une obligation de résultat à l'égard du maître d'ouvrage, c'est-à-dire qu'ils s'engagent à un résultat déterminé envers la personne pour le compte de laquelle les travaux de construction sont réalisés. Ils sont tenus de fournir l'ouvrage qui leur est confié sans vice et de tenir compte des prescriptions administratives et techniques, la surélévation d'un plancher lorsque l'ouvrage se situe dans une zone exposée aux inondations par exemple. Les constructeurs exécutent et réalisent effectivement la construction en respectant les règles de l'art et le contrat conclu avec le maître d'ouvrage. Les constructeurs sont principalement soumis à la responsabilité civile décennale qui couvre, durant 10 ans après l'achèvement de la construction, tous les dommages qui compromettent sa solidité ou le rendent impropre à sa destination. C'est l'article 1792 suivant du Code civil. Ainsi, le non-respect des règles de construction parasismique rend l'habitation impropre à sa destination. Il suffit à engager la responsabilité décennale du constructeur. Et de même, la fissuration puis l'affaissement d'un bâtiment provoqué par une sécheresse déclarée catastrophe naturelle relève de la responsabilité du constructeur de l'ouvrage. Les constructeurs engagent également leur responsabilité contractuelle en cas de manquement à leur obligation de conseil. Par exemple, un constructeur qui omet d'avertir le maître d'ouvrage sur le risque d'inondation du chantier. Obligation et responsabilité des particuliers. L'obligation de s'informer sur les risques. Les particuliers ont l'obligation de s'informer sur les risques auxquels ils sont exposés. À ce titre, en cas de location ou de vente d'un bien immobilier, ils sont tenus de fournir un état des risques naturels et technologiques ERNT qui décrit les risques naturels prévisibles, technologiques ou de sismicité
qui concerne la parcelle de l'immeuble objet de la location ou de la vente. C'est l'article L 125-5 du Code de l'environnement. Ce document est directement établi par le particulier à l'aide des informations fournies par le préfet et mises à disposition dans les mairies des communes intéressées, ainsi qu'à la préfecture et dans les sous-préfectures du département. Le RNT doit être établi moins de 6 mois avant la date de conclusion du contrat de location ou de vente. L'imprimé de référence est librement disponible à la préfecture, en mairie et téléchargeable sur le site du ministère chargé de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer. L'obligation de respecter les règles environnementales et urbanistiques. En matière d'urbanisme, le particulier doit respecter les prescriptions de l'autorisation de construire qui lui a été délivrée. Toutefois, une autorisation de construire ne constitue pas une garantie de l'inexistence de risques naturels et le pétitionnaire doit lui-même tenir compte des risques naturels. Par exemple, une société qui s'installe dans une zone dont elle ne pouvait méconnaître le caractère inondable doit prendre des précautions tenant compte de la nature des lieux. En cas de réalisation du risque, la responsabilité de l'État est donc largement minorée par la faute de la société. L'obligation de concourir à la sécurité civile. De manière générale, les particuliers ont l'obligation de concourir par leur comportement à la sécurité civile. À ce titre, chacun doit veiller à prévenir les services de secours et à prendre les premières dispositions nécessaires en fonction de la situation à laquelle il est confronté dans la mesure de ses possibilités. C'est la loi numéro 2004-811 du 13 août 2004 relative à la modernisation de la sécurité civile en son article 4. La responsabilité civile d'un particulier peut être engagée pour des faits qui ont causé un dommage à autrui. La responsabilité peut reposer sur deux fondements. Une faute, c'est l'article 1382 du Code civil, par exemple des travaux qui provoquent un glissement de terrain sur un fond voisin. Une chose que le particulier a sous sa garde, par exemple, c'est l'article 1384 du Code civil, par exemple le glissement d'un terrain appartenant à un particulier provoqué par d'importantes précipitations. Le responsable du dommage peut s'exonérer de sa responsabilité en cas de force majeure présentant les caractéristiques d'imprévisibilité, irrésistibilité et extériorité. La responsabilité pénale des particuliers peut être engagée sur 4 fondements principaux. Le manquement à une obligation de sécurité et de prudence, c'est l'article 121-3 du Code pénal, une moisson pendant une période de sécheresse qui entraîne un feu de forêt dans lequel 2 pompiers périssent. La mise en danger d'autrui, c'est l'article 223-1 du Code pénal. Des skieurs provoquent une avalanche en empruntant une piste de ski interdite par un arrêté municipal. L'infraction aux règles d'urbanisme et de construction, c'est l'article L480-4 du Code de l'urbanisme. La réalisation d'une construction en zone inondable sans obtention préalable d'un permis de construire. L'infraction aux prescriptions d'un PPR, article L562-5 du Code de l'environnement, l'aménagement d'un terrain sans déposer une déclaration préalable de travaux exigés. Alors, quelles sont les solutions pour anticiper et gérer les événements majeurs ? C'est ce que nous allons voir dans la prochaine vidéo. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt. Fidèlement, Jean-Luc O.